Bonjour à tous et bienvenue sur le Romescast numéro 6. Du coup, on se retrouve avec Pierre-Yves Marchand. Donc, Pierre-Yves, c'était mon formateur BPGEPS, on va dire celui qui m'a, par le peu de temps qu'il avait, m'a apporté le plus d'informations, on va dire, croustillantes. Vraiment, j'aimais beaucoup ses cours. Donc, je te laisse te présenter, Pierre-Yves. Pierre-Yves Marchand, Pi, en général on m'appelle Pi parce que c'est plus rapide. J'ai 36 ans, je suis papa d'une petite fille, je suis préparateur physique depuis 2012, avec un parcours un peu bizarre parce que je me suis un peu paumé dans le fitness lié aux lois du travail. À la base, je voulais être préparateur physique, puis après, je suis arrivé sur Rouen, parce que je suis actuellement sur Rouen, via le fitness. Après, petit détour par le CrossFit, après purement de la préparation physique. Puis là, j'ai créé MyoFit en 2022, qui se veut être une clinique du muscle, comme j'aime bien l'appeler. Ok, mais écoutez, de toute façon, il y aura toutes les infos en description, donc n'hésitez pas à aller voir le travail de Pi. Franchement, c'est du bon boulot et puis ça peut vous apporter des, euh, des notions qui sont peut-être un peu abstraites et vous mener vers d'autres tunnels en fait, avec une autre vision peut-être. Donc moi, j'aimerais qu'on introduise ce podcast. Voilà, que tu me donnes un petit peu, c'est quoi toi ta spécialisation, vers quoi tu t'es tourné du coup au fur et à mesure de tes recherches? Euh, j'ai eu plusieurs courants. Déjà, le tout premier athlète que j'ai préparé, c'est moi, parce que je faisais du judo. Et avec le recul, je trouve ça marrant, mais en fait, le tout premier bouquin de prépa physique que j'ai ouvert, j'avais 13 ans, je crois. Parce que j'étais C'était fou quoi? du judo et c'était la préparation physique de Michel Pradé. Ok. Et je trouve que c'est bien de commencer par des bases. Dans les bases, faut prendre le bon et le moins bon. Dans le bon, c'est que faut commencer par ça, l'information est accessible. Dans le moins bon, c'est que faut être ouvert ça c'est très important. Faut être ouvert au fait de commencer par des choses qui sont fausses. Parce que on peut pas aller tout de suite dans le détail. Il faut se laisser du temps pour assimiler certaines choses. C'est un petit peu comme si, en tant que judoka, tu commençais par les sacrifices. Non, il faut d'abord Ouais. commencer par des techniques plus simples. Et par le judo et même la culture que j'ai, parce que bon, moi je suis né dans les années fin des années 80, les films d'action, j'avais quand même une culture du muscle déjà qui était, j'y étais touché plus ou moins, si tu veux. Et donc l'hypertrophie m'a assez vite fasciné. Donc le second virage, c'était l'hypertrophie. Euh, un peu en lien avec la musculation. Alors en plus, à l'époque, quand je faisais du judo, j'étais à moins de 80, mais je pesais 76 kilos. Donc j'avais un besoin, si tu veux, de gagner en masse musculaire. Et les mecs qui m'intéressaient le plus à ce moment-là, alors c'était Charles Poliquin, Christian Mm. Thibaudeau. Et je me souviens, alors le point d'orgue de ce courant-là, c'était mon année de BPGEPS. Parce que moi, mon BPGEPS, attention, j'ai eu autant en licence, TAPS, j'étais, déjà j'étais un peu un fumiste et j'avais deux extrêmes si tu veux en STAPS. J'avais des profs qui étaient incroyables et que j'ai toujours en tête. Mais le STAPS d'Orléans à l'époque était très porté sur la psycho et j'ai eu des profs, enfin je veux dire je sais pas, c'était risible, il y avait des profs, voilà. Et par contre mon BPGEPS, alors pour te situer, j'étais cul et chemise avec un pote qui maintenant a une box de CrossFit vers Arcachon. Et on s'entraînait tout le temps au Cercle Michelet, qui était une salle d'haltéro, mais qui était trop bien parce que il y avait les rugbyman qui étaient en fédéral 1. Moi, à l'époque, j'avais un niveau première division en judo. Il y avait une triple championne olympique, une championne olympique de triple saut. Il y avait les haltéros. Le prof d'haltéro, c'était Mustapha Mlouka, donc, qui était un ancien pensionnaire de l'INSEP, ancien camarade de chambre de l'actuel entraîneur de l'équipe de France, Venceslas Dabaya, qui a fait 2 au JO de Pékin. Et donc, cette salle-là, il y avait une émulation qui était vraiment cool. Qui était vraiment cool. Et en fait, à ce moment-là, on voulait être préparateur physique, mais on voulait pour être, en fait. On ne se rendait pas trop compte du chemin à faire. Et
à la salle d'haltéro, il y avait un formateur du BPGEPS, que je remercie infiniment, s'appelle David Fleurance, qui est un pur passionné de musculation. Et du coup, nous, on voulait faire le DEGEPS, mais à l'époque, le DEGEPS n'existait pas. On s'était tâté à aller faire le DUEP de Lyon en prépa physique, le diplôme européen. Et puis, c'était loin, c'était galère. Et puis, comme on s'y était pas pris à temps, bah, finalement, on fait un peu la mort dans l'âme, si tu veux. Bon, bah, on va revenir au niveau bac et on va faire le BPGEPS. Sauf que moi, mon BPGEPS, j'avais David Florence, du coup, en formateur. Là où on s'entraînait, c'était l'ancien partenaire de chambre de Venceslas d'Abaya, c'était Mustapha. Et je galère, je me souviens, j'ai galéré de fou à trouver une structure. Et j'ai pas trouvé. Mais par le piston de la directrice du CFA, je me retrouve à Synergym à Blois. Et il se trouve que le patron de Synergym, c'est un des mecs les plus compétents que j'ai jamais croisé. Il s'appelle Jérôme Laurenceau. Et il a été, pour te situer, il a été, alors je sais plus quelle année, je leur ai dit 92. Il a été juge à Miss Olympia. Et il préparait des culturistes. Donc à Las Vegas, ce que je te parle, il préparait des culturistes. Il a préparé un champion d'Europe naturel. Alors, je saurais plus te dire la Fédé parce que ça change tout le temps en plus. Puisque je te parle, ça doit dater des années, je dirais de 2000, 2005. Ouais. Et c'était mon BPGEP, c'était incroyable. Cerise sur le gâteau, on est parti en Allemagne dans le cadre d'un échange européen. Et donc là, j'étais full barré, hypertrophie. Et quand j'y repense, je crois que c'est une des périodes où j'ai le mieux coaché. Je coachais vraiment très bien. J'étais vraiment dans le détail. Et d'ailleurs, c'est marrant, je pensais que ça n'allait jamais me quitter. Et puis finalement, mon patron me dit, bah ouais, mais à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, on était en 2012. Donc le CrossFit n'était pas connu. Et les cours collectifs avaient le vent en poupe. Et donc, comme je ne pratiquais pas de cours collectifs, il m'a dit, bah, en fait, je ne peux pas te garder. 3 mois de chômage. Et du coup, par hasard, je débarque à Acrosport à Rouen pour au final, le deal, c'était enseigner en CrossFit et faire des cours collectifs. Et au final, je me suis retrouvé. Le contrat maudit. Alors, c'est une expérience que. C'est un peu ça. C'est une expérience qui, plus le temps passe, et plus en fait, c'était une belle expérience dans le sens où là, j'ai vraiment dépassé mes limites. J'ai appris à apprendre. Et puis, j'ai appris à parler devant un public, à être à l'aise. Et Ouais. Tu sais que cette histoire, tu nous l'avais déjà racontée, je me rappelle. Et moi, la première fois que j'ai donné un cours collectif, malgré moi, j'ai vraiment repensé à toi et je me suis dit, on va essayer d'avoir la même vision que lui et de se dire que c'est que du constructif, quoi. Et tu sais que, petite anecdote, la salle d'haltéro dont je parlais, alors, comme toutes les associations, il y avait une embrouille. Et alors, ça, c'était avant mon BP. Il y avait la prof qui, en plus, était une prof de 10 ans et d'un coup, a été renvoyée. Je ne sais plus trop ce que c'était l'histoire, mais en gros, il y avait un cours à faire le lundi, il n'y avait pas la prof. Et moi, on m'a proposé, bah, il a les compétences, let's go, quoi. Donc, moi, on me dit, ouais, ça te dit de prendre 50 balles. Je dis, bah, ouais, pour 45 minutes. Oh la vache, le four. Oh, c'était long. C'était long. Et donc, j'avais déjà eu cette expérience-là de cours collectif. Et après, bah, à CrossSport, bah, je trouve que j'ai été bien formé parce que c'était pas trop bon. Mais après, on en revient au même. Hein. Enfin, je veux dire, tu peux être très bon dans quelque chose que tu n'aimes pas. Bah oui, Moi, non, mais ça, je suis vraiment j'ai fait d'accord. mon parcours, voilà, c'était sympa. Mais je l'ai fait parce que j'y étais contraint. Juste après, le CrossFit monte en flèche. Finalement, j'aurais attendu un petit peu. Ma vie aurait peut-être été complètement différente. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, quand tu dis que oui, on peut être bon dans quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément, je pense qu'on peut demander à tous les coachs réellement appliqués dans leur boulot, au bout d'un moment, bah, peut-être faire les choses, comment dire, répéter les choses et qu'elles deviennent redondantes, en fait. Au bout d'un moment, bah, en fait, on est compétent dans ce qu'on fait, mais on peut aussi avoir un surplus bah, de cette chose-là, justement. Moi, je fais écho à moi, mais en powerlifting, en fait, quand tu fais que ça,
bah, au bout d'un moment, tu vis powerlifting, tu t'entraînes, tu manges, tu progues powerlifting, et à la fin de la journée, bah, tu peux avoir un ras-le-bol. Donc, je vois ce que tu peux dire un petit peu. Ouais. Mais après, ceci dit, je trouve que ces périodes-là, de toute façon, une progression, ça fait toujours ça. Tu augmentes un plafond et ça repart. Ouais. Et en fait, moi, j'ai une phrase qui me vient en tête souvent, c'est un non te rapproche d'un oui. Donc au final, quand tout ce qu'on peut ressentir quand à un moment donné, on se lève le matin, on n'a pas d'énergie, on se dit putain, j'ai pas envie quoi. C'est simplement que pour situer ce pourquoi on fait. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Enfin, on n'est pas éternel, faut une vie simple. Mm. Donc, faut vivre sa meilleure vie. Et, voilà, donc ça Ouais, m'a. ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que pour faire le lien avec notre sujet, donc derrière, donc si tu veux, donc je suis accro sport, mais il y avait des conditions de travail sur lesquelles j'étais pas sur la même longueur d'onde. Je me suis retrouvé dans le CrossFit et puis là, je faisais. Alors c'était bien et puis j'avais une bande d'amis qui était formidable. Mais je faisais ça m'arrivait de faire du 6h 21h, tu vois. C'est pas Mm. pour moi. Donc arrivé à un moment donné, je suis arrivé. Ça s'est vraiment fait comme ça. J'étais vraiment démotivé. J'étais dans le bas de. J'étais pas en dépression, mais j'étais pas heureux quoi. Et puis je me souviens, c'était sur une pause du midi. Je me pose sur mon canapé. Et je tombe sur une conférence de Paul Gagné, qui est un préparateur physique que j'ai connu à ce moment-là, qui était un ancien collègue de Paulica et qui parle de posture, de fascia. Et là, je fais, il y a un truc que j'ai pas pigé déjà, je connais pas. Et c'est full intéressant. Et en fait, je crois que j'ai pris une claque de ça m'a vraiment intéressé. Mm. J'ai perdu la flamme. Je me souviens que quand je lisais les articles de Thibaudot, Poliquin, je lisais le truc, je vois, faut que je teste direct. Et là, j'ai retrouvé ça. Et du coup, j'ai acheté la conférence. Ça m'a coûté, je ne sais même plus, quoi, 40 euros. Mais en fait, là, à partir de là, si je devais définir un point de départ de ma seconde partie de parcours, second virage, enfin troisième, si on prend le premier virage, c'était moi qui m'entraînais. Deuxième, c'était l'hypertrophie. Troisième, c'était la posture et les fascias. Ouais. Et c'était ce jour-là, en fait. Donc, tout ça Mais, pour dire, des fois, tu as des plafonds et il faut pousser. ouais. Au bout d'un moment, Et ça fait je trouve ça c'est super intéressant ce que tu dis parce que en fait c'est pas tant enfin si il y a eu ce côté un peu passion, voilà, il y a un sujet qui t'a vraiment parlé, mais c'est surtout ok, ce sujet pas beaucoup de personnes en parlent. Moi en fait c'est un peu comme s'engouffrer dans quelque chose que personne ne connaît, et en fait on a envie d'aller jusqu'au bout parce qu'on se dit bah là c'est là où je me démarque en fait. C'est on Peut-être on se crée une personnalité à travers bah, du coup la chose que personne n'a encore explorée, et on se dit bah du coup je vais être le coach qui aura cette information peut-être. Alors ça, c'est une conséquence. Parce que en fait, le truc, c'est que, bon, même si j'étais dans le CrossFit et si tu veux, moi, les circuits 3, 2, 1, bam, on envoie à mort, j'en ai bouffé toute mon adolescence. Donc en Oui, fait, oui. dégueuler, j'en pouvais plus. Je me souviens le jour où je me suis dit, j'arrête le judo, j'étais à l'INEF, et à l'époque, c'était Paul Thierry-Pesque. Il dit, allez, Hajime. Et là, il fait, tsap, 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 maté, maté. Et là, tout l'INEF s'arrête, il dit, ok, ça va pas, non, non, c'est mou, je veux vous regarder votre partenaire, et il y a un agneau et il y a un loup. Qui est-ce que vous voulez être? Ah, Jimmy, je suis voilà. Et ça, en fait, ça a vraiment fait, oh, c'est plus pour moi ça. Donc, en fait, ce côté aller au combat et tout, je sais le faire. Mais je veux le faire pour des choses que j'aime profondément. Et en fait, en CrossFit, donc j'aimais pas tout. J'étais bon à l'époque sur certains trucs. Mais par contre, il y avait des mouvements sur lesquels je stagnais fort. Il y avait même des mouvements comme le squat. Le squat, moi, je trouve, j'adore cet exercice. Ouais. Il était vraiment euh, presque craintif d'en faire. Parce que je savais que si je faisais une bonne séance de squat, derrière, j'allais avoir les genoux en PLS. J'allais, par exemple, un triplé à 90%, un 5x3 à 90% de ma journée. C'était 45 minutes d'échauffement. C'était une montée en gamme plutôt rapide. Et 10 par contre, minutes de pause. le 5x3, c'était je me pose sous la barre Ouais, bah oui. et tout au rebond. Et chaque série, j'avais peur. Et au final, avec le recul, c'était beaucoup de peur pour de l'effort, en fait. L'arraché, c'était mon mouvement favori.
j'aimais bien, mais je sentais que j'atteignais mon plafond. Et Paul jeté, pareil, si ce n'est pire. Et en fait, le truc, c'est qu'en voyant la conférence, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que j'utilise que 50% de mon corps. Et en fait, c'est plutôt dans cet axe-là, encore une fois, le désir de base est très égoïste. Je me suis dit, pour que je sois meilleur, pour que je mette 5 kilos en plus, il faut peut-être que je revienne beaucoup, beaucoup en arrière. Et ça n'a pas loupé. Le hasard faisant que je m'occupais de pilote auto, je commençais à m'occuper de pilote auto à ce moment-là. Et après, j'étais à temps plein avec un pilote auto qui, au final, avait beaucoup besoin d'un travail postural et de travail ses fascias pour mieux ressentir l'auto et le rapport entre l'auto et la piste. Mais au final, on parle d'un corps humain, quoi. Donc, je me suis intéressé à ça. Je me suis intéressé à la posture. Donc, la posture, parce que pour résumer les choses, la posture, c'est de la neurologie fonctionnelle. C'est comment tu organises au niveau nerveux ta proprioception par rapport à la gravité. Si je devais résumer les choses de manière entre le simple et le très compliqué, ça serait ça. Ça serait le rapport nerveux que tu as par rapport à la gravité. Et tous les systèmes que tu mets en place, donc c'est en rapport avec les sens, principalement le toucher et la vue, l'ouïe un petit peu, l'odorat peut-être, je pense pas. Le goût, je pense pas non plus. Et derrière, toute la kinesthésie fait que tu te places, tu organises ton corps de telle façon dès que tu te lèves le matin. Et après, le reflet de la posture, c'est le tissu conjonctif qui est le fascia, qui va être l'enveloppe de collagène qui unit et structure notre corps et les éléments de notre corps. Et en plus, je me souviens même, comme quoi, ça c'est une bonne leçon que j'ai compris il n'y a pas si longtemps. J'avais une copine qui était ostéopathe pour animaux. Et elle faisait le wood à Ballers. Je travaillais à CrossFit Ballers. Elle faisait le wood du matin entre 8 et 9. Après, elle avait une petite pause. Après, elle partait travailler. Et je lui offrais un café. Et en même temps, ce qu'elle me faisait, elle me secouait le bras. Et en fait, je sentais que j'avais une liberté d'épaule après. Et en fait, elle me disait, je te fais un truc. Alors, elle me le disait pas comme ça, mais elle me disait, c'est des manipulations que je fais sur les animaux. Et je sais que ça libère ça va te libérer la glande humérale, mais ça va. Je sais pas trop ce à quoi je touche en fait. Et par contre, à chaque fois, je me dis putain, mais je sens que je me sens mieux après quoi. Et j'ai un peu lâché cette voie-là. Et en fait, avec le recul, je pense que c'est très facile d'être aveuglé par une méthode par rapport à un bienfait que tu peux ressentir sur ton corps. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, on imagine, tu prends, je te dis une bêtise, tu prends un jus de curcuma ou un jus, tiens, un petit truc anti-inflammatoire, toi qui est branché naturopathie. On imagine tu fais un bouillon de persil, c'est très anti-inflammatoire. Il se trouve que pour telle ou telle personne, la personne, je lui dis, vas-y, je vais essayer, je me fais un bouillon de persil, et d'un coup, je dis, putain, mais je me sens gonflé, je sens que mes muscles qui répondent, je sais pas, c'est bizarre. Et elle lâche ça, et elle repart dans ses routines protidiques, ses shakers, imaginons, et elle se dit, putain, je stagne. Ça, c'était moi, mais par rapport au tissu. C'est-à-dire que tu sens un bienfait, tu ressens vraiment, mais tu es tellement aveuglé par le marketing que tu te dis, en fait, non, il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse plus. Ça, ok. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Je sentais que j'avais des gains directs sur mon épaule, mais c'était, alors je m'en rendais pas compte, et c'était sitôt au revoir, ciao Florian, merci pour le massage. Et tout de suite après, vas-y, je fais de la mobilité, mais c'est de la mobilité de renforcement, donc au final, ça règle pas le problème. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, moi, jusqu'à maintenant, je pensais que tu étais encore très axé sur cette thématique. Mais du coup, là, tu as pris du recul par rapport à ça. C'est ce que tu es en train d'expliquer. Oui, en fait, pour moi, tout est lié. Donc, oui, forcément. Mais oui, non, mais je pense qu'il y avait. C'était peut-être un peu trop spécifique sur cette thématique, mais du coup, ça te faisait peut-être oublier l'ensemble du corps, en fait. Peut-être.
En fait, plus tu prends du recul, plus tu as une photo de big picture, comme disent les Anglais, Ouais, ouais. et moins tu t'éloignes du bon chemin. Moins tu t'éloignes du bon chemin. Ah oui, oui, ok, oui. Ouais. Tu vois, plus tu es vraiment ciblé local, moins tu peux avoir le recul de te dire, mais en fait, peut-être que c'est pas ça que je dois faire. Et d'ailleurs, Ouais, pour la prépa physique, je trouve que c'est essentiel de jongler entre les deux. ouais, Voir carrément. la vision de fond. Moi, par exemple, alors ça, c'est après, c'est dans le coaching où il faut un peu de finesse. Mais si tu veux, j'essaie de jongler entre la vision de fond, c'est quoi le projet de base, pourquoi tu m'engageais à la base, et de quoi on a besoin maintenant. Il faut jongler entre les deux. C'est pas Ok. évident. Ouais, non, mais clairement. On va dire que c'est la. Enfin, quand tu te lances en prépa physique ou alors que tu coaches, mais sur une pratique assez spécifique, justement, la première des choses que on a tendance à faire, c'est viser du spécifique et vraiment axer son travail sur la chose qu'on veut réussir, ce qui est une bonne chose parce qu'on n'apprend pas à un pilote à devenir bon pilote sans le faire conduire une voiture. Donc, je pars du principe que c'est la même chose, que ce soit en CrossFit, en power, etc. Sauf que on a tendance à vouloir tellement aller dans le spécifique qu'on oublie justement cette vision globale du corps. Et c'est là où ça crée des problématiques, en parlant de la mobilité, au niveau de la structure, toutes ces choses-là, en fait. Et justement, moi, je mets de plus en plus en place dans mes coachings, tu vois, cet aspect. Ok, là, je vais te faire quelque chose qui est peut-être un peu moins spécifique. Je sais pas, je vais mettre un exercice de mobilité active. Je sais pas, je vais lui mettre un zombie squat avec un très gros tempo. Le mec, il va avoir peur parce que c'est pas son back squat à 80% habituel. Pour autant, en fait, les bienfaits que ça va lui apporter seront beaucoup plus transférables que de lui rajouter un squat sur J'ai la une bonne semaine. anecdote là-dessus, qui n'est pas de moi, mais qui est de Yannick Morin. C'est un préparateur physique canadien Ok. et spécialisé dans le bobsleigh. Et en fait, alors je ne saurais plus te dire quelle Olympiade ou quelle période c'était, mais le Canada engage un coach russe, ukrainien, je ne sais pas, un mec de l'Est. Et qui était la star du bobsleigh, de l'entraînement, de la prépa physique en bobsleigh. Et donc, ils s'attendaient à faire des trucs de fou, quoi. Et ils comprennent pas du tout. Même tellement ça dure dans le temps. Alors, le mec, il est resté 2 mois à peu près. Je ne dis pas de bêtises, parce qu'après, il a eu une opportunité de bosser ou en NFL ou en NBA, mais un gros sport nord-américain. Et en fait, le laps de temps sur lequel il était avec l'équipe canadienne, il faisait beaucoup de rouler-boulet, de Swiss ball, d'équilibre. En fait, ils étaient ultra sceptiques. Ils se sont dit, mais jamais on va avoir je sais pas, ils s'attendaient, je pense, à un bicep du style squat à 80%, suivi de Cossack squat en rebond. J'en ai aucune idée, tu vois. Ils Ouais. s'attendaient à du folklore. Le mec se barre, parce que du coup, il a son opportunité de travail. Et donc, Yannick Morin le dit comme ça. Il dit, en fait, on était assez sceptiques et en fait, on a compris tout ce qu'il nous a apporté quand il est parti. Parce que quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? On a refait ce qu'on savait faire et ce qu'on aimait bien, et tout le monde avait un gap et surtout une profondeur d'exploitation corporelle qui était bien plus grande que ce qu'ils avaient anticipé. C'est-à-dire que si tu es direct dans du spécifique, c'est comme si tu voulais tirer à l'arc, et si tu restes dans du spécifique alors que tu es en phase de PPG, tu fais ça. Par contre, si tu sors vraiment de l'aspect spécifique en PPG, tu vas un peu plus tirer la corde et tirer un peu plus loin. Et ton pic de performance ira plus loin. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai une autre anecdote dans le même style là-dessus. Alors, il y a un préparateur physique français, moi, qui m'inspire beaucoup, c'est Jérôme Simian. C'est un préparateur, je ne sais pas si tu connais, c'est l'ancien préparateur physique de Kevin Mayer. Ouais, ouais. Et j'ai eu la chance de bosser avec lui pour Ah une ouais. athlète congolaise en 2014, 15, un truc comme ça. Et alors moi, je m'occupais plutôt de la partie biosignature. Mais quand je voyais à l'époque Jennifer, elle s'appelle, quand je voyais Jennifer, elle me montrait ses exos de prépa physique, je ne comprenais pas. Là, j'ai vraiment pris une claque. Non, c'était en 2017 parce que j'étais à Bollers, je me souviens. 2016-2017, cette affaire. Et je comprenais vraiment pas. Et j'ai compris avec le temps. Et c'est vrai que
quand tu vas sur son site qui s'appelle Synaptic Athletic, pour résumer, à un moment donné, il fait un article sur préparer un athlète. Et le meilleur athlète du monde, en l'occurrence, parce que Mayer, il venait de sortir où il Ouais, allait bah oui. pour son record du monde au décathlon. Mais c'est vrai que quand tu regardes, tu prends un footeux, un footballeur, tu veux le rendre plus vite pendant un PPG, tu vas lui faire pratiquer des sprints. Un sprinter, pour le faire aller plus vite, tu ne veux pas lui faire du sprint, c'est déjà son sport. Et c'est pareil avec l'haltérophile ou le powerlifter quelque part. Tu ne peux pas lui faire en phase de PPG son spécifique. C'est un vrai sujet, tu vois. Et donc, du coup, mais tu peux quand même travailler le truc. C'est là où tu fais vraiment d'un point de vue philosophique, tu t'attardes au sens du mot préparation physique. Parce que un muscle, c'est quoi? Bah, c'est des protéines qui ont comme fonction de créer du raccourcissement sur un membre au global. Et ça se travaille. Moi, je m'intéresse beaucoup au fascia qui va être la structure Ouais. périphérique, mais ça se travaille, tout se travaille. Quand tu prends l'ancien préparateur physique de Conor McGregor, Ido Portal, lui, il va même jusqu'à bosser les poils. Mais c'est très malin. Oui. C'est très, très malin. Et ça, c'est de la prépa physique. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a un podcast, tu veux, je te l'enverrai que Jérôme Simian fait. Et en fait, il parle de Ido Portal et il dit qu'il est très inspiré par Poliquin. C'est Ouais. juste que des fois, il y a des personnes, en fait, on ne se rend pas assez compte de la profondeur des actions qu'ils ont menées, en fait. Ouais, faut savoir différencier, comment dire, tu sais, le côté un peu ésotérique de l'exercice farfelu de l'exercice qui a vraiment un réel gain en fait sur la personne qui le pratique. Ouais. Et il faut pas se perdre dans sa périodisation en fait. Moi, c'est un peu comment dire, le problème que j'ai avec la périodisation à l'ancienne, tu sais, vraiment découper son entraînement en vrais cycles bien distincts et en étant très spécifique à un moment, pas du tout à un autre moment. Ça, j'ai un peu du mal. Moi, j'aime bien toujours garder en fait une base. Et comme tu dis, voir cette vision d'ensemble, mais sur chaque bloc de préparation. Pas, bon, alors là, on va raccourcir la lunette, on va viser sur ça. Bah, le À truc, part c'est si. que l'entraînement, pour moi, ça doit t'améliorer de suite. Même Ouais, si tu es PG, tu dois, tu dois créer. En fait, on imagine une médaille olympique, c'est 10 000 pas. Un pas égale une séquence d'un entraînement. Ça peut même être l'échauffement. Et ouais. ben, chaque pas que tu fais doit aller dans une direction et la médaille olympique. C'est ça qui est dur. Ah Mais oui, non, mais clairement. ça donne du sens à l'échauffement, ça donne du sens au corps de séance, aux consignes que tu dis, euh, au retour au calme, au lifestyle que la personne doit avoir à côté. C'est Ok. tout un art, c'est ça qui est sympa. Ok. Mais du coup, pour parler un peu plus spécifiquement du fascia, qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais déjà amener le sujet vis-à-vis, par exemple, comment on travaille son fascia, dans quelles circonstances ça pourrait être intéressant, faire un truc assez bref, mais pour expliquer un petit peu aux gens la vision de la chose. Alors déjà, je vais ramener mon petit bonhomme. Tout qu'on voit en blanc sur le petit mannequin que j'ai là, c'est du fascia. Le fascia, ça va être le réseau principalement de collagène, mais c'est pas que du collagène, parce que tu as de l'élastine et de la réticuline. Mais c'est tout le tissu fibreux qui va qui va envelopper les structures du corps, mais qui va également les unir les unes entre elles. Tout est lié par du tissu facial. Le mot fascia, c'est le mot générique pour englober tout ça. C'est le terme à la mode. Mais au final, tu as plusieurs choses qui. Si j'avais un grand sac dans lequel je devais trier des choses, et je dis, mais ça, c'est du fascia, ça, c'est pas du fascia. Le ligament, fascia. Le tendon, fascia. Péricarde, fascia. Aponévrose, fascia. Il y a plein de choses qu'on travaille. Maintenant, il y a des protéines qui sont différentes. Hein. Le muscle n'est pas un fascia. Il est enveloppé, il est vraiment un peu comme une cotte de maille, il est vraiment presque filtré par du fascia. Ouais. C'est pas le terme exact dans le sens fonctionnel, mais ça serait le terme exact dans le sens structurel.
Parce que imaginons que je prends un filtre à café. Je mets mon café dans un filtre, ce qui fait que le café ne coule pas dans ma cafetière. Mais laisse passer les arômes. C'est comme ça qu'on fait du café. Et ben, le tissu facial a cette propriété, si tu veux, c'est vraiment une cotte de maille qui va permettre de créer un contenant. Donc, le contenu, c'est le muscle, et le contenant, ça serait le fascia. Donc ça, après, ça s'entraîne de différentes façons. Et en fait, quand tu regardes bien, tout le temps, le fascia est mis en jeu. Mais ce qui est intéressant dans l'entraînement du fascia, c'est exactement comme si tu voulais séparer l'eau du vin. Tu fais de la distillerie. Je ne suis pas spécialiste des alcools. Ouais. On ferait un peu ça. Tu mets un peu plus en jeu les fonctions faciales que les fonctions musculaires. Ce qui, alors, dans les grandes lignes, les 4 moyens de travailler son fascia, ça va être le massage, l'étirement, la proprioception et le rebond, qui est une sorte d'étirement très rapide. Donc, quand tu fais, imaginons, alors du massage profond, une dernière chose sur le fascia, le fascia, dans le rapport entre le fascia et le muscle, tu as 3 épaisseurs, pardon. Tu as l'épimysium, qui va être la ponévrose, ce sur quoi on joue principalement, parce que c'est les jonctions musculo-tendineuses. Mais dans l'épimysium, tu vas avoir, ça va venir se fusionner à une épaisseur un peu plus petite. En dessous de l'épimysium, tu as le périmésium. Et encore en dessous, juste qui entoure la myofibrille, tu as l'endomysium, qui va être le dernier étage avant le sarcomère, qui est l'unité contractile du muscle, qui est vraiment la protéine musculaire. Et si tu veux, selon le type de stimuli que tu mets en jeu, tu vas travailler plus ou moins telle ou telle épaisseur. Maintenant, tout est intéressant à faire et tout a un certain niveau de difficulté. Ouais. Le fascia se travaille, comment dire, enfin, le fascia a une hypertrophie égale à, genre, je sais pas, une fibre musculaire, ou alors c'est un travail qui est différent? Est-ce que on crée de l'inflammation et il y a une réponse? Alors, si tu hypertrophies le fascia, le terme ne serait pas 100% exact, mais on va le. Mais la métaphore est intéressante. Si tu hypertrophies du fascia, tu vas créer typiquement ou bien une fibrose, ou bien un dépôt de collagène, typiquement, qui vont engendrer une dysfonction musculaire. Exemple tout bête, là je suis assis. Typiquement, tu me mets dans l'exemple d'un comptable qui bosse 8 heures par jour face au PC, qui ne bouge pas. Au départ, ça va être le muscle qui va faire le principal levier de maintien. Et à force, si tu veux, le muscle va commencer à peiner. Ça va être le fascia qui va prendre le relais et qui va créer la structure qui va permettre de maintenir la tête. Donc, la personne va avoir une peau très épaisse au niveau de cette région et un muscle pas pour autant développé. Mais par contre, la personne, quand elle va vouloir lever les bras, elle va dire « Ah, bah là, je suis bloqué. » Parce que ici, il va être trop épais. Donc, le fascia, pour qu'il soit dans ton camp, et c'est très important pour la performance, enfin, encore que par rapport au power, il y aurait des choses à redire. Je pense, ouais. Parce que c'est aussi une source d'énergie. La raideur. Non pas que le corps consomme, mais source d'énergie que le corps peut renvoyer. Par exemple, quand tu fais un squat avec un gros rebond, tu n'as pas tant que ça de participation du muscle. Par contre, tu as une énorme participation du fascia. Ok. La course à pied, typiquement, c'est un geste qui est fascial plus que musculaire. Parce que la course du mollet va être relativement, pas standard, mais va varier assez peu. Par contre, la course du tendon va énormément varier. C'est pour ça que quand tu regardes quand tu regardes, de toute façon, un corps, ça ne ment pas. Et petite anecdote, je connais un mec qui était aux Jeux Olympiques de Rio, et dans le village olympique, il me disait c'est trop bizarre parce que tu vois l'extrême humain dans chaque discipline.
Et donc, les coureurs, quand tu les regardes, quand tu les observes, ils ont des mollets très fins parce qu'en fait, c'est tout le fascia plantaire qui va se joindre et fusionner avec le solaire, les gastrocnémiens, selon les différents chefs, qui va permettre de renvoyer l'énergie. Mais en soi, le solaire, il va simplement avoir pour fonction de stabiliser le. Ouais, de stabiliser, ouais, oui, stabiliser et le gastrocnémien de flexion plantaire, si tu veux. Mais sur des courses qui sont pas aussi engageantes que le tendon d'Achille. D'accord. Ok. Bah oui, mais pour faire le lien du coup avec le power, justement, genre, comment dire, toi, ton approche, il y a aussi cet aspect étirement, du coup. Et l'étirement, c'est pas quelque chose que tu préconiserais forcément quand on pratique le powerlifting, enfin, du moins avant une séance, pour justement pour garder en fait cet effet un peu de raideur que ton corps a besoin en fait pour exprimer de la force. Bah, le point de vue à voir, ça serait déjà de prendre la feuille blanche du préparateur physique. C'est-à-dire que tu te dis, OK, c'est quoi la logique interne de l'activité et comment le corps humain se moue pour pouvoir extraire le maximum de performance. L'objectif du power, c'est de soulever une barre la plus lourde possible sur 3 patterns. Donc, il y a certains patterns qui nécessitent, comme tu dis, de la raideur, donc une constante de force, pour pouvoir renvoyer de l'énergie. Il faut utiliser cette raideur. Tant que tu peux utiliser cette raideur, c'est comme il y avait une époque, Colin Chapman, qui était un ingénieur en Formule 1, qui a créé la marque Lotus, si je dis pas de bêtises, il disait le meilleur moteur, c'est celui qui pète juste après l'arrivée. Ben là, ça sera un peu pareil avec la raideur, c'est-à-dire que le maximum de raideur que tu peux avoir sans être dans un stade pathologique, ça serait le power parfait. Ouais, bye. Maintenant, tu peux pas avoir ça 365 jours par an pendant 10 ans. C'est pour ça que faut de temps en temps ménager le corps. Maintenant, le problème est quand la personne n'a pas enchaîné 3 mois de préparation sans blessure, c'est-à-dire que la raideur est trop forte pour la fonctionnalité musculaire. Parce que Donc, pour toi, du coup, la blessure viendrait généralement de la raideur? non, pas généralement, mais par contre, elle va avoir un lien avec le tissu facial. Ok. Donc après, le fascia, dans une période, on va dire PPS, préparation physique spécifique ou pas très loin des compétitions, si tu veux, il y a de manière générale, par rapport à un geste, il y a des muscles qui vont être bons pour la performance, parce qu'on imagine le grand pectoral pour le développé couché, Ouais. dans tel contexte, dans telle course, etc. Donc s'il y a des muscles qui sont très bons pour la performance, il y a des muscles qui sont mauvais pour la performance. Je vais le dire autrement. Il y a des muscles qui sont faits pour se raccourcir pour la performance. Il y a des muscles qui sont faits pour s'allonger pour la performance. Donc, typiquement, on va dire, je sais pas, je connais pas assez le power, mais on va dire, pourquoi pas le biceps. Ouais, le biceps, c'est un bon exemple. Le biceps, l'étirer en période pré-compétition ou compétition, ça va pas aller à l'encontre de la performance. Ouais, clairement, clairement. C'est peut-être pas la chose à faire, mais peut-être d'ailleurs que chez certaines personnes qui ont des douleurs régulières aux épaules, Aux justement, épaules, ouais. c'est la chose à faire. Mais pas forcément. Maintenant, d'un point de vue proprioceptif, de toute façon, le fascia, il est très intéressant à travailler d'un point de vue sensitif. Donc, je sais pas, moi, exactement le geste que je suis en train de faire, le côté sensoriel, du brossage sec, voire même du foam roller, ça peut être intéressant à l'échauffement. Maintenant, attention, hein, faut pas confondre aussi le fait de pratiquer et le volume. Moi, le foam roller, les principales critiques, moi, je suis un pro du foam roller, mais les principales critiques qui sont émises sur le foam roller, c'est que ça dure trop longtemps. Et je suis d'accord avec ça. Ouais, ouais. Le foam roller, on parle de. Moi, quand je le pratique, j'aime pas quand ça dépasse 6 minutes sur tout le corps. Ouais, ok, sur tout le corps. Ouais. Ouais, donc quand j'en fais en échauffement, foam roller ou massage type, parce que des fois, j'utilise une barre.
En échauffement, ça doit être allez, 20 secondes par muscle. Ouais. Et très Ce rapide. ce qui peut parler à ceux qui nous écoutent et qui font du power. Alors, depuis, on va dire, quelques temps, il y a cette mode un peu de masser la voûte plantaire. Justement, il y a cet aspect trop masser, trop aller en profondeur aussi, qui est pas forcément bénéfique. Ça sert pas à grand chose de vouloir écraser et avoir mal. Le Ouais, fascia aime pas la douleur de manière générale, parce qu'en fait, on va simplement créer une compression qui va bloquer dans le fascia. Si on rentre dans le détail, là, depuis tout à l'heure, je bois de l'eau, j'alimente mon fascia. Enfin, j'hydrate. Donc, finalement, écraser à tout prix, ça va pas spécialement. Je comprends que la personne arrête parce que derrière, je dis, ouais, c'est quoi le bénéfice? ouais, mais ça, je l'ai compris. Je l'ai compris justement quand je me rappelle, c'était un échauffement que je faisais au BP. Et tu m'as dit, ouais, cherche pas à écraser, va vite et en surface. Et ça, je l'ai compris, bah, c'est au niveau de la sensation, je peux pas l'expliquer, mais j'ai compris le réel intérêt en fait. Ah bah ça, ceci dit, je peux te l'expliquer. Quand on prend, on a tous vu dans les films de policiers, comment dire, le criminel, on lui prend ses empreintes digitales. Lorsqu'on regarde les empreintes digitales que l'on a, qui sont purement individuelles, hein, là c'est de la génétique pure, mais la forme que l'on a lorsqu'on a les espèces d'ondulations comme ça veut dire c'est très riche en mécanorécepteurs, en cellules de Pacini. Qui sont des capteurs de pression. Donc en faisant beaucoup de vitesse, on va jouer sur la chaleur, on va jouer sur la pression, et on va jouer sur l'étirement. Donc il n'y a pas que Ruffini, il y a Messner, il n'y a pas Pacini, il y a Messner, Ruffini, on a tout un tas de mécanorécepteurs qui, au final, vont permettre à ton cerveau d'avoir l'information, je peux utiliser cette partie-là de mon pied. Alors là où c'est intéressant, tu vois, c'est sur la question du knee cave. Parce que le knee cave, c'est un problème Tu parles à un de. converti là. Bah, moi aussi, hein. Parce que c'est très fréquent. Si tu veux, à partir du moment où tu as une cheville, un pied qui est comme ça, l'autre pied, il doit être symétrique. Le problème, c'est lorsqu'il est parallèle. Parce que si les deux pieds sont comme ça, les tibias vont monter comme ça, sauf que tu te doutes bien, on ne va pas être debout à 45 degrés comme la tour de Pise. Donc en fait, on va avoir des systèmes tampons sur le plan frontal qui vont être le tibia, les fémurs, mais entre ces os-là, on va avoir des articulations. Au niveau des articulations, on a toute une série de tissus faciaux, des ligaments, des périostes, qui vont venir se mouler par rapport à la demande qui est exercée. Donc le problème, c'est qu'un petit problème de sensorimoteur va venir fixer les épaisseurs qui sont les épaisseurs qui sont plus grosses, mais les étages qui sont au-dessus. Donc en gros, c'est comme le téléphone arabe en fait. La cheville part comme ça, mais alors le rétinaculum de la cheville va se dire ah bah attends, il faut que j'agisse dans ce sens-là et va envoyer telle information à qui? Aux muscles qui vont prioriser telle ou telle fonction parce que un muscle n'est pas unifonctionnel. Donc tu vas peut-être avoir ou quand bien même au niveau de la fonction, il va avoir différentes courses de contraction. Donc peut-être que tu vas avoir le tibial antérieur qui va se contracter sous telle forme à droite et sous telle forme à gauche. Et on monte comme ça tous les étages jusqu'à avoir des blocages dans les hanches qui vont se fixer. Ce qui fait que lorsque tu repars sur un geste sur lequel tu es très très proche de ce que tu peux donner au maximal, ça va venir créer une déviation de trajectoire. Mais le problème de base, c'est un problème sensorimoteur au niveau des cellules, au niveau des mécanorécepteurs du pied. Donc, tu travailles le mécanorécepteur du pied. En termes d'attente, il faut s'attendre à ce que ça paye définitivement dans 5 ans, 10 ans. Oui, donc ce que tu es en train d'expliquer, en fait, c'est qu'un simple problème sensoriel peut amener une réaction en chaîne, en fait, qui amène de la compensation et du coup qui tend bah, du coup vers un mouvement pas peu efficient, voire même la blessure, du coup, dans certains cas. Maintenant, ce que tu n'es pas en train de dire que le knee cave, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le genou qui rentre, enfin, les genoux qui rentrent au squat. T'es pas en train de dire que c'est uniquement dû à cette déficience au niveau sensoriel. On est d'accord qu'il peut y avoir d'autres problématiques. Oui, il y en a plein d'autres. Il y en a Ouais. plein d'autres, par exemple, parce que tu peux traiter le pied
Ce qui fait que le pied va envoyer la bonne information à la cheville. Mais si la cheville et encore plus le ligament croisé ont pour habitude d'agir comme ça va être compliqué derrière comment dire, d'avoir la bonne trajectoire. Il Ouais. faut que tout l'alignement puisse se faire. Bah, moi, pour te donner mon exemple, j'ai longtemps cherché du coup à régler cette problématique et j'y arrive de plus en plus. Mais tu vois, moi, j'ai un excès de dorsiflexion à gauche. Donc, Okay. je peux aller très loin avec mon genou au-dessus de la pointe de mon pied en gardant le talon au sol. Par contre, à droite, je suis ultra raide au niveau du tendon d'Achille. Donc, j'ai vraiment un énorme écart. Ce qui fait que quand je vais descendre, forcément, je vais avoir un genou qui part plus en flexion et l'autre qui reste un peu, enfin, le tibia qui reste un peu plus vertical à droite. Et c'est là où, du coup, va y avoir une compensation qui se crée. Et moi, c'est pour ça qu'à droite, bah, j'ai un Nikkei, et à gauche, bah, je suis plutôt. Donc, moi, dans mon cas, je pense que ça vient de de cette asymétrie de mobilité au niveau des chevilles. Après, il y a ça, Qu'est-ce mais que tu en penses? il y a aussi, j'en pense aussi, déjà, tous les chemins mènent à Rome, à partir du moment où on prend le chemin. Parce que ça peut être aussi traité par une activation musculaire, ça. Si tu, T'entends par. Ouais. c'est-à-dire que le mécanorécepteur, si tu veux, il est afférent et efférent. Donc, à partir du moment où il a une information, il la traite, mais si tu veux, tu peux résoudre le problème dans l'autre sens. Donc, peut-être que ta raideur au niveau du tendon d'Achille est liée à un déficit de force sur, imaginons, le tibial antérieur. C'est pour ça qu'il y a des problèmes qui peuvent se résoudre sans étirement. Ouais, ok, oui, oui. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Donc, faut voir qu'est-ce qui marche. Ça, après, c'est en termes de coaching et d'organisation, faut voir ce qui fonctionne. Mais peut-être que avant une séance de squat, soit c'est plutôt de l'isométrie sur le tibial antérieur qui va fonctionner, que tu peux sublimer, on va dire, par un étirement du gastrocnémien, imaginons le matin. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que tu moules ton activité, tu moules ton corps à ce process-là, si tu veux. Ok. Sans pour autant passer une demi-heure à l'étirement. Alors, Ouais, de toute j'ai façon, je suis un flemmard, je fais pas de ça. façon sur. Déjà, il faut se motiver. Hein. Puis étirement Ouais. myofasciaux, c'est dur. Hein. Enfin, je veux dire. Bah ouais, justement, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que moi, j'ai déjà vu tes stories, tu sais, où tu fais. Tu appelles ça LDOA? LOA? Alors, il y a des LDOA. Alors, ça, c'est LDOA, ouais. étirements longitudinaux à décoaptation osto-articulaire. Techniquement, on a une articulation. Quand elle est hyper coaptée, bah, tu vois, j'ai peu de place pour pouvoir bouger. Lorsque je la décoapte, je vais faciliter tous les mouvements C'est de la décompression un peu, non? c'est de la décompression, Ouais, mais ok. volontaire. Donc, moi, je connais pour le rachis entre C2 et S1. Il en existe d'autres. Il en existe pour. Alors, après, c'est une autre biomécanique. Hein, parce que C'est celle où tu es allongé au sol comme ça? alors, ça, c'est L5 S1, Ok. qui est vraiment incroyable, que je fais tous les soirs, pour le coup. Il en existe plein d'autres. Il en existe pour la sterno-chondro-costo-claviculaire. Il va en exister pour lombo, pelvis, fémoral, etc., etc. Parce que c'est une autre articulation. Tu accumules des zones et pas un muscle. Parce que le truc, c'est que l'anatomie, ça a été appris ça a été enseigné et, et ça va comment dire, de génération en génération sur des cadavres. Donc Ouais. c'est pour ça que, mais c'est logique, hein, un muscle seul ne fonctionne pas. Quand bien même je fais du curl araignée, j'ai besoin de stabilisation. Donc c'est juste qu'il faut en prendre conscience. Donc derrière, tu remets de l'espace. Et au niveau des étirements, alors juste les étirements myofasciaux, il faut que l'articulation sus et sous-jacente soit mise en tension, Ouais. une en fixant, l'autre en étirant, pour pouvoir créer l'élongation du muscle par rapport à la contre-action, en deux mots, du muscle. Donc typiquement un fléchisseur, pour l'étirer, on va le mettre en extension. Ça, c'est Ok. bateau. Du- Alors après, pareil, en termes d'étirement, c'est ultra confus. Le meilleur, c'est-à-dire que le réflexe d'inhibition saute au bout de 15 secondes. Donc, les étirements myofasciaux, moi, on m'avait appris le mieux du mieux, c'est 3 fois 30 secondes. Maintenant, moi, je trouve ça ultra physique, long, c'est vraiment dur. Oui, les bénéfices sont là, par contre. Moi, je fais une fois 1 minute et je joue sur le temps. Ok.
par muscle. Donc, en termes de lifestyle, si tu veux, moi, je m'étire plutôt le matin, ce qui n'est pas le meilleur moment parce que les fluides sont… C'est bien d'avoir un petit peu chaud, d'être un petit peu réchauffé pour tout ce qui est fascia. Petite astuce pour les power, pour avoir un petit peu plus de mobilité, c'est important que le corps soit à 37 degrés. Parce que tu as plus d'acide hyaluronique. On n'arrête pas d'en entendre parler en cosmétique. Mais Ouais, ça. ça c'est dans la matrice faciale. C'est un mélange de protéines et de sucre qui permettent le glissement entre les différentes couches faciales. Donc la mobilité, si on la fait à 36 degrés, c'est pas optimal. À 37, ça commence à être intéressant. Donc c'est bien d'avoir un petit peu chaud avant de démarrer des exercices qui n'ont rien à voir avec le type d'effort. Donc pourquoi pas faire un petit peu de vélo, un petit peu d'elliptique avant du power, ça a beaucoup de sens. Juste pour réchauffer la température du corps. Ok. Et du coup, pour ce qui est des étirements, si tu devais conseiller un étirement au power en général, du coup, ça serait le soir, et le type d'étirement, du coup, lequel? Celui qui conviendrait le mieux? Un seul pour le power, techniquement, c'est pas vraiment un étirement, c'est une mise en tension faciale. Mise en C'est un tension, peu différent. Parce que le truc, c'est que certaines personnes vont sentir comme un étirement et d'autres vont se sentir mais vraiment full fatigué et obligé d'être en contraction, vont même être en apnée parce que c'est très engageant. Ouais. Mais ça, c'est L2A, L5 et 5. Parce que Donc celui-là, L2A et 5, ok. Ouais, parce que si tu veux, alors tiens, j'ai mon squelette. La charnière L5 et 5, ça serait celle-ci. Qui au final est un. Hop là. Là. J'étais pas exactement en face. Qui au final est un hub, c'est-à-dire que c'est vraiment un centre de. C'est là où tu as beaucoup de tensions qui vont se répercuter en fait. Ouais, justement, c'est la fameuse barre dans le dos en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu un déclic il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire que là, je te l'ai présenté sur le plan frontal, mais sur le plan transverse, les personnes qui sont ultra cambrées, ce qui n'est pas forcément visible sur le plan sagittal. C'est-à-dire que de face, on va avoir une cambrure, comme je t'ai présenté au niveau L5 et 5. De profil, on va avoir la fameuse cambrure quand on dit ouais, j'ai un cul de blague, ce genre de truc. Finalement, avec le recul, je trouve que c'est plus une proéminence de la L3 sur sur ce plan-là. Mais sur le plan transverse, au final, la partie blanche qui est le fascia thoracolombaire, qui est un ensemble comme une toile d'araignée. Alors, c'est le fascia le plus épais du corps, ça c'est 5 mm. Et petite anecdote sur le fascia, les fibres de collagène pour grammage égal, c'est plus solide que de l'acier. La lordose que l'on a entre L5 et S1, mais même au niveau du rachis lombaire, et si tu veux, elle a un angle. Si on imagine mon nombril est là et ma vertèbre est comme ça d'un point de vue physiologique, c'est possible que je sois ultra cambré de profil, mais que vu au-dessus de moi, une caméra au-dessus de ma tête, je sois même comme ça. Ah oui. Ouais, je pense à ça parce que j'ai un client, ça lui est arrivé il n'y a pas longtemps, et lui, il a une grosse dysfonction au niveau des organes innervés par le rachis lombaire. Donc après, on parle de performance et tout, mais avant tout, il y a de la santé. Parce que dans les disques, on va avoir le prolongement du système nerveux et le disque va donner un peu comme une usine. Au final, ça serait étage par étage. Par exemple, si j'ai des fourmillements dans les doigts, peut-être que j'ai un tassement, une mauvaise innervation au niveau du rachis cervical ou tu as le plexus brachial. Ok, intéressant ça. Tu donnerais quoi justement à une personne qui a une hyperlordose et qui lui procure justement, enfin, qui procure des douleurs en tout cas? Bah alors, je vais revenir sur L2A, L5 et 5 parce que je trouve que c'est vraiment la fondation. Après, ça serait bien cibler ces exercices d'assistance. Et pas hésiter à sortir des sentiers battus parce que des exercices de respiration peuvent être très intéressants. Ouais. Au niveau des intercostaux, ça aidera même directement la performance pour les intercostaux, pour le rack. Et après, mais même des exercices de pilates pour la santé, ça peut être très intéressant.
Parce que l'idée, c'est par rapport au. J'espère que j'étais clair sur l'espèce de V. Parce qu'il faut imaginer que j'ai une vertèbre là, une vertèbre là, une vertèbre là. Je suis vu au-dessus de ma tête. Mais en gros, l'espèce de V, il faudrait le ramener comme ça. Donc des abdominaux sous-ombilicaux avec une certaine pression au niveau transverse pour venir chercher à presser Ouais, le bas du ouais. dos vers Et le sol. justement, ces personnes-là ont énormément de mal à faire, par exemple, un dead bug, tu sais, où tu cherches vraiment à plaquer le bas du dos de A à Z. Ils sont obligés de cambrer, en fait. Et non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis sûr, il y en a plein, ils vont se reconnaître. Donc, ok. Donc, Et tu as d'autres trucs qui vont venir à ça, parce que pareil, à coacher, en général, quand une personne est très très raide là-dedans, la première chose qu'elle va faire, parce qu'il y a toute une chaîne faciale qui va lier le dessous du pied jusqu'au sourcil. Elle est très connue, c'est la chaîne faciale antérieure superficielle. Et ouais. le truc, c'est que quand tu as une personne qui cherche à plaquer le bas du dos au sol, tout de suite, elle va venir Ouais. cambrer. Ce qui veut dire qu'au final, au niveau musculaire, il y a un impact, mais si on n'arrive pas à changer la structure faciale, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Donc, il faut aussi fixer le menton pour pouvoir étirer la chaîne faciale et à ce moment-là, presser le bas du dos vers le sol. Ça c'est Alors, intéressant. je ne sais pas si c'est la même chose, mais j'ai un exemple, c'est les personnes qui, tu sais, lèvent la nuque quand ils font du bench, quand ils arrivent au niveau de la poitrine. C'est lié, c'est un peu Ouais, lié. c'est à peu près la même chose, ouais. C'est à peu près lié. Alors, le truc, c'est que c'est compliqué quand la personne est vraiment performante là-dedans. Parce qu'après, là, on a parlé d'un point de vue général santé, mais que ce soit Nick Cave, les personnes qui font ça, c'est pas des problèmes que tu peux régler quand on est à 3 semaines d'un championnat de France. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut le régler bien avant, ce qui prend du temps, ce qui Ouais, peut c'est être ça. important. Donc là, après, c'est dans le coaching. Faut réussir à trouver les leviers mentaux pour pouvoir Ouais, donc extraire le maximum de ça, la personne. ça serait un petit message à faire passer, du coup, c'est n'attendez pas d'avoir des résultats extraordinaires en seulement 2 semaines, quoi. Enfin, faut élever son taux de résilience et il faut peut-être essayer de chercher à faire moins, mais plus sur le long terme, quoi. Ouais, et je pense aussi faut revoir aussi ses attentes. C'est-à-dire que, je sais pas, on imagine un 600 kg SBD. Ouais. Au final, pourquoi tu veux 600 kg SBD? Qu'est-ce que tu recherches? Tu vois, c'est quoi l'image derrière? Parce qu'on imagine, je te donne une pilule magique, tu l'as. Qu'est-ce que tu vas en faire de ton 600 kg SBD? Est-ce que tu vas être très fier et tu vas le mettre sur les réseaux sociaux, ce qui s'entend, pourquoi pas? Alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas les 600 kilos que tu cherches, c'est simplement de C'est la l'estime. reconnaissance, ouais, c'est ça. Tu vois, donc en fait, qu'est-ce que tu cherches derrière le résultat? Si tu es vraiment passionné de force, de musculation et de power, peut-être que c'est un physique esthétique aussi que tu cherches. Peut-être que c'est simplement un mode de vie. Donc au final, quand tu replaces les attentes, finalement tu te dis bon bah en ce moment je suis un power parce que je suis à 9 mois de ma compétition. Et aujourd'hui, je fais des exercices sur lesquels je ne dépasse pas mon 75%. Et je suis heureux avec ça parce que je sais ce que ça va m'apporter dans tant de temps, tel exercice. Et je me sens power, mon identité de power est encore plus renforcée parce que je suis capable de me contenter d'exercices Ouais. à 75% et pas d'exercices sur lesquels je soulève lourd. Ouais, c'est se détacher de l'ego, tout simplement, ouais. Et se détacher de l'ego. Tu vois, c'est rigolo parce que j'étais pas mauvais judoka, tu vois, et je me suis vraiment senti judoka à l'acquisition de mon deuxième dan. Alors Ouais. que les plus gros résultats que j'avais fait, c'était avant. Mais là où je me suis dit, en fait, je suis un vrai judoka, c'est bien, je l'ai à la dernière étape. Et en fait, je Ok. pense que c'est à peu près le même mindset. Je pense que sport de force, tu te respectes à partir du moment où tu es capable d'intégrer que ton identité est ta pratique. Ouais, non, je suis clairement d'accord. Tu vois, Parce que, ça se ouais, trouve comme avec les gens en CrossFit qui en 6 mois, hop, ils sont habillés ouais. en Reebok et tout, mais moi, il y a un côté, je suis pas malheureux pour eux parce qu'ils ont trouvé un sens. Tu sais pas ce que ça peut devenir. Ça se trouve, oui, Ouais, mais est-ce que ça va durer sur le long terme c'est ça. Moi, des j'espère. questions. C'est ce que je leur souhaite.
Bah, c'est ça. Bah, c'est comme voilà, les power ou même les gens qui pratiquent le sport en général, personne ne vous voit avoir une diète. Enfin, toutes ces choses un peu invisibles à l'œil des autres. Si déjà vous le faites, bah, c'est qu'il y a une grosse partie du boulot qui est fait parce que personne ne va vous comment dire, féliciter d'avoir une diète, personne ne va vous féliciter de vous coucher tôt. Et en fait, ça, c'est la première étape. Et la dernière étape, justement, c'est du coup de se forcer par moment du coup, à respecter ces je sais pas, c'est cet engagement que vous faites avec vous-même de prendre soin de vous. Donc, comme tu dis, les étirements qui sont un peu chiants à mettre en place parce que ça prend peut-être du temps, parce que c'est peut-être pas forcément tout le temps agréable. L'entraînement qui va être un petit peu plus léger, mais si vous vous forcez à le faire, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous voir progresser. Et donc là, vous aurez trouvé un sens, entre guillemets, à peut-être mettre votre ego de côté. Et en fait, c'est cette vision de long terme, quoi. Et la patience, quoi. C'est ça. Après, moi, je suis passionné d'haltérophilie. Les semaines, alors en général, je monte en intensité les lundis et vendredis. Quand je suis pas loin de record, c'est parce que je me suis bien étiré. Ouais. Parce que je suis un athlète comme ça. J'ai besoin de faire 3 entraînements cool pour un entraînement fort. J'ai essayé de faire plus, ça marche pas. La plupart des gens réagissent un peu comme ça, de ce que j'ai pu remarquer. Mais c'est normal aussi, quand tu montes en intensité, ça se mérite. C'est comme un dessert. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut pas se baser aussi sur l'entraînement des personnes qui jouent pas avec les mêmes armes que nous. Enfin, Oui, il y a, carrément. il y a, il y a, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, mais généralement, ouais, c'est donner entre guillemets à ton corps ce qu'il te demande quelque part. Donc, c'est du volume, c'est comment dire ouais, pas de la passivité, mais aller à l'entraînement pour créer des schémas, etc. Et puis les exploiter tout le Exactement. jour. C'est aller à la guerre, quoi. Mais tu vas pas à la guerre tous les jours. Ça, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est ma propre vision de l'hypertrophie. Ok, ouais. C'est-à-dire que typiquement en ce moment, par rapport à moi, hein, j'ai 2 problématiques. Il faut que j'arrive à gagner en hypertrophie sur ma chaîne postérieure, mais dans un cadre précis, c'est-à-dire que quand je suis en triple flexion, donc en gros pour le squat, je dois plus utiliser ma chaîne postérieure parce qu'en plus, je pense que ça va me faire un très bon transfert sur le jeté en haltérophilie. Mhm. Donc, tous les exercices d'hypertrophie, je dois avoir la sensation et la connexion d'avoir cet étirement, raccourcissement de ma chaîne postérieure, donc entre grosso modo mes ischios, mes fessiers. Mais on imagine, parce que j'ai aussi un peu de knee cave, je vais mettre mon pied de telle façon sur leg extension pour pouvoir solliciter un peu plus le vaste externe. Et ça, c'est de l'hypertrophie sur lequel, en fait, je me dis, oui, je vais gonfler, mais enfin, ça va prendre plus de place physiquement. Mais ce que je veux surtout, c'est que mon cerveau, il prenne en priorité cette route-là. C'est vrai, c'est une sorte de mind-muscle connection. C'est le ressentir, en fait, ouais. C'est ça. Et la conséquence de ça, ça va être une hypertrophie. C'est une autre approche qu'en bodybuilding. Bah, c'est ça, c'est ça. En fait, avec le temps, on a de plus en plus de gens qui disent oui, il faut pas se concentrer sur la sensation. De toute façon, les mécanismes d'hypertrophie vont se mettre en place dès qu'il y a un stress qui est soumis à votre corps. Donc, ils ont raison sur ce point-là. Mais il faut pas oublier que, comment dire, avoir un contrôle moteur quelque part sur ses muscles et pouvoir mettre l'accent, comme tu dis, en pleine conscience, il y a de gros bénéfices à ça aussi. Enfin, Ben, il y a 3 niveaux. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord. De l'intensité à 50%, non, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut quand même des standards sur lesquels. Moi j'aime bien justement le power et l'haltéro pour ça, mais ça peut être le sprint aussi quelque part. ouais. J'aime les métriques qui font un peu office de phare, sur lesquels tu peux vraiment te dire, bah là, ça va mieux, là, ça va moins bien. Mais il ne faut pas oublier qu'une contraction musculaire, par la loi de Henman, ça passe toujours. Les fibres lentes sont sollicitées, les fibres rapides sont sollicitées après les fibres lentes. Donc, on est obligé d'avoir son propre niveau d'intensité pour tout. Tout comme quelqu'un qui fait du cardio a besoin d'être bon en zone 1, en zone 2, en zone 3. Ouais, c'est ça. C'est Et pareil. puis ouais, ce genre d'entraînement, ça va être un peu plus parasympathique au niveau du système nerveux et du coup va y avoir cette approche de éviter le désentraînement tout en récupérant. C'est de la récupération active quelque part. Ouais. Euh, Ouais, je vais te lâcher je sais pas si c'est une exclue, mais là, je suis sur un terme de réflexion. Là, je parlais des zones 1, 2, 3, 4, 5. Mais je pense que c'est pareil pour le mouvement et le muscle. ouais.
Donc là, je suis en train d'éditer des, des catégories de mouvements d'intensité sur lesquels, bah, typiquement, le power et l'haltéro ou le sprint ou l'intensité de manière générale, ce serait des mouvements de type 5, d'intensité 5. Ouais, Mais ok. en bonne santé, tu dois être aussi bon en 1, qui serait la posture, la tension mécanique, la tenségrité, la tension de ton intégrité corporelle. Mais tu dois être bon en mouvement d'intensité 2, qui serait comparable à des mouvements de tai chi. 3, qui va être comparable à de la proprioception. 4, qui va être comparable à de l'hypertrophie. Et à chaque mouvement, tu dois être capable de répéter avec la bonne dose d'intensité. Et quand tu regardes bien, les problèmes arrivent lorsqu'il n'y a pas de concordance entre les mouvements d'intensité. Quand tu fais du 90%, imaginons, avec de la machine à biceps, tu te dis, au-delà du fait que ça n'a pas spécialement de sens, c'est là où tu te dis, si la personne a fait ça 3 mois de suite, elle va se créer des problèmes. Parce qu'elle va forcément contrebalancer, elle va créer plus de collagène là, mais effectivement, elle va être contente parce qu'elle va passer de, je sais pas, de 20 kg sur la bécane à 40 kg, parce que oui, factuellement, elle va réussir. Maintenant, est-ce qu'elle va faire des meilleures tractions? C'est pas convaincu, tu vois, etc., etc. Ouais, bah oui. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est l'approche un peu du CrossFit, mais bien fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu regardes Poliquin, il avait fait ça. Les mouvements de musculation devaient être mérités. Tu avais des standards. Un peu Oui. comme le judo. Ceinture blanche, ceinture jaune, etc., etc. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, tu vas pas mettre à un débutant un exercice qu'il n'est pas capable de faire. Tu commences toujours par, bah, comme tu dis, exercice, bah, pas de type 1, mais du moins d'exercices plutôt simples à mettre en place pour créer cette bah, mind-muscle connection, ouais, ces schémas, etc. Et puis de là, tu vas vers quelque chose de plus compliqué. En tout cas, bah, écoute, on va arrêter le podcast ici. Je pense qu'on a bien parlé du fascia. J'espère que ça vous a plu. Donc, je sais pas si tu as peut-être un petit mot de la fin. Oh, bah, ne pas se prendre au sérieux, ne pas se prendre au sérieux, s'amuser dans son entraînement. Bah, s'amuser dans son entraînement, c'est sérieux, mais il faut pas se prendre au sérieux. Ça va être ça. C'est quelqu'un qui s'entraîne depuis peut-être 2 ou 3 fois plus longtemps que vous, donc je pense que il faut l'écouter. Tu es en train de dire que je suis vieux, là. Non. Ouais, je rigole. Bon, mais écoutez, toutes les informations sur PIN du coup dans la description, donc n'hésitez pas à aller le contacter si vous rencontrez des problématiques, quelles qu'elles soient, il sera là, je pense, pour répondre à vos questionnements et sûrement vous encadrer si nécessaire. Donc en tout cas, je te remercie bah, pour ce podcast et C'est moi qui te remercie, c'était un plaisir. bah, écoute, allez, bonne journée, PIN. Ciao, ciao. Salut.